Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être fidèles. Nous retrouvons sur Radio Fréquence Atlantique pour commenter l'actualité et faire un travail de déconstruction. Et cette fois-là encore, nous allons faire un thème central. Quand même, je rappelle des fréquences pour ceux qui vont sur la bande FM, c'est 88.3, 85, 93.6, 105.9. Vous pouvez également écouter les émissions sur rfaradio.fr, mais surtout, certains suivent en direct sur Facebook, mais à partir du dimanche soir, vous retrouvez l'enregistrement sur YouTube. Donc, aujourd'hui, nous retenons comme thème central l'urgence sociale et la responsabilité individuelle. À travers, comme d'habitude, nous allons glisser des commentaires sur l'actualité nationale et internationale. Cela fait plusieurs mois que nous avons expliqué que toutes les analyses que nous présentons s'appuient sur une grille qui met en avant les fléaux qui touchent notre pays et l'humanité et qu'il faut combattre globalement dans le cadre d'une stratégie pensée de façon pointue. Je rappelle les conséquences du dérèglement climatique, avec toutes les catastrophes que cela implique, les crises économiques majeures à répétition, et nous sommes bien contraints de constater là qu'il y a une accélération avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Nous avons également pas l'imminence, le déclenchement déjà en cours du conflit militaire généralisé, et puis la fascisation de tous les pays occidentaux, sans exception. Cette semaine encore, on a vu les résultats d'élections en Grande-Bretagne, en Allemagne, ce qui se passe en Roumanie interpelle. Donc il y a ce quatrième grand fléau, la fascisation de la planète, et le cinquième que nous présentons comme le plus important, c'est le délitement social avec les dérèglements mentaux généralisés que cela implique. Et chaque fois, nous insistons pour dire que c'est le principal. Parce que si ceux qui veulent changer le monde ne portent pas des réponses urgentes à cette problématique-là, les gens ne pourront pas s'organiser, ne pourront pas définir des stratégies pour lutter contre les 4 fléaux précédents. Donc c'est pour cela que nous insistons beaucoup sur la question du délitement social, et depuis quelques semaines, nous parlons du fonctionnement de l'être humain, des travers qui sont liés à la société actuelle et la nécessité de travailler sur ce point-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'urgence sociale et de la responsabilité individuelle. En général, quand on parle des crises, quelle que soit leur nature politique, économique, le commun des mortels, l'opinion publique, réagit en pensant que les réponses doivent venir de l'État, des collectivités, des élus et des partis politiques. Tout en critiquant d'ailleurs, tout en disant, il n'y a pas qu'à faire, on les paie pour faire ceci, cela, il ne faut pas, et il y a tout l'argent, il y a qu'à chercher. Mais c'est dans l'esprit de l'opinion, la réponse ne peut pas venir de la base de soi, des gens qui sont autour de soi. La réponse ne peut venir que d'en haut. Nous avons déjà expliqué que ce n'est pas par hasard, c'est qu'il y a un travail idéologique qui est fait depuis des siècles et des siècles, qui est intensifié par les empires médiatiques pour dire aux gens, vous n'êtes rien, c'est nous, c'est le pouvoir, c'est les multinationales, c'est les investisseurs, c'est les entrepreneurs, et avec une bonne stratégie économique libérale qui pourront régler le problème. Et la méfiance entre les individus. Vous savez que j'aime citer des exemples. Allez taper sur Google, YouTube, pour voir l'inventaire des vidéos qui sont présentées
en première ligne, vous verrez que beaucoup d'entre elles remettent en cause les relations familiales, les relations, mettent en avant les tromperies au sein du couple, l'enfant qui a détourné un héritage. Il y a vraiment un travail qui est fait pour individualiser et développer les contradictions, les méfiances entre les gens. Alors, l'opinion, la majorité des gens attendent ce résultat qui ne viendra jamais d'en haut. Alors, disant cela, il nous faut insister sur le fait que les partis politiques, les organisations, les institutions ont effectivement un rôle à jouer, ne serait-ce que pour diffuser les éléments de connaissance et les informations nécessaires pour que ceux à qui on demande de s'engager aient les éléments pour s'engager de façon éclairée. Donc, il ne s'agit pas de nier le rôle des institutions, des partis politiques, des organisations révolutionnaires en particulier, mais de montrer que sans l'implication des individus, ça ne va nulle part. Mais avant de passer à l'implication des individus, le rôle de ceux qui doivent justement donner les éléments pour que le travail soit possible, que les changements soient possibles. Si on est dans un camp capitaliste, libéral, on va faire tout pour plonger le peuple. Et si on se prétend être dans le camp des peuples, le camp révolutionnaire, le camp des organisations qui veulent porter leur contribution au changement de l'humanité, alors le rôle là aujourd'hui est principalement de mener la lutte idéologique, la lutte théorique pour montrer à ces gens-là, mais c'est vous qui avez la vérité, c'est vous qui avez la puissance pour renforcer le système. Arrachons-nous de l'esprit cette soumission qui a été développée par les classes dominantes et le responsable politique. Donc, là, par exemple, en Martinique, là, précisément, la responsabilité des groupes politiques révolutionnaires qui veulent vraiment changer, c'est de mener une bataille intense contre les idées assimilationnistes et contre l'électoralisme bourgeois. Ça, là, maintenant, là. Parce que comme les élections municipales arrivent en mars prochain, tous les opportunistes qui sont dans le mouvement, qui veulent rester dans le système représentatif qui leur permet de grappiller, eh bien, ils sortent. Oui, mes amis, enfin, ils sont quand même détectables parce que la grande majorité de la population s'abstient aux élections et ne tombe plus. Ben, ils sont tellement remarquables. Remarquez que des gens que vous ne voyez jamais dans les quartiers, donc ils ne connaissent pas le peuple. Depuis 2 mois, ils visitent les quartiers populaires. Oui, je suis venu m'informer, oui. Ah oui, parce que c'est le peuple que je veux représenter, vous devez me parler, tout ça. D'où certains qui étaient membres de municipalités, responsables de la sécurité, qui viennent chez les gens pour dire, ah, est-ce qu'on est déjà venu nous voir? Et là, voilà, je suis l'homme du peuple. Alors, on se quitte. Je vais parler au nom du peuple. On voit bien là qu'il s'agit de la reproduction du schéma de l'opportunisme électoraliste bourgeois crasseux. Parce que ce n'est pas 2 mois avant, ou 8 mois avant des élections qu'on voit que c'est nécessaire d'aller demander au peuple qu'est-ce que vous pensez. Et puis, je vais régler le problème. Donc, aujourd'hui, là, notre rôle, c'est de lutter contre l'électoralisme. Ils sont reconnaissables aussi à leur langage. Le vieux militant politique que je suis, qui a assisté aux campagnes électorales depuis dans les années 60, peut vous dire que tous, sans exception, ont le même vocabulaire. Mes chers amis, mes amis. Ah bon? Le peuple, c'est vos amis. Les mots compatriotes, les mots camarades, les mots militants. Non, c'est mes amis. Je
vais vous représenter. Je suis le peuple. Vous êtes le peuple, mais c'est moi qui parle pour vous, donc je suis le peuple. Je peux brandir une pancarte. Le peuple veut que. Donc, ça, c'est la partie électoraliste qu'il nous faut combattre là aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas attendre. Et puis, il y a la partie assimilationniste. Parce qu'en Martinique, on avait assisté à un déferlement d'idées patriotiques, indépendantistes, la victoire du drapeau, etc., l'engagement de jeunes pour renverser les statuts coloniaux. Et puis, parce qu'on retourne en arrière, 50 ans en arrière pour dire, monsieur le ministre, venez me voir, je vais vous demander que pour faire des revendications assimilationnistes, en disant que, écoutez bien, il y a des gens qui sont indépendantistes, je les laisse faire leurs bêtises, mais moi, je m'attaque au problème qui concerne le peuple, la vie chère. C'est de l'assimilationnisme quand on dit la vie est chère. Ce que je demande, c'est l'alignement des prix sur la France, c'est de l'assimilationnisme. Et puis deuxièmement, qu'on demande, je veux une table ronde avec les décideurs pour qu'on me donne des réponses. Parce que les réponses peuvent venir. Et ces gens-là ont quand même connaissance de ce qui s'est fait dans le pays. Donc, pourquoi nous ramener en arrière avec des revendications assimilationnistes? Demander des choses qui ne seront jamais réalisables. Ce n'est pas par ignorance, c'est par opportunisme politique. Et quand on connaît la situation de Martinique, l'aiguisement des contradictions entre le pouvoir colonial et le peuple français, ça veut dire qu'on vient servir le pouvoir colonial pour dire on veut rester dedans, on est français, on veut les manger comme des Français, on veut s'habiller comme des Français au même prix. Notre tâche là, c'est de combattre idéologiquement, théoriquement, politiquement, assimilationnisme et électoralisme. J'illustre cela avec la revendication qui est faite aujourd'hui par le PRAC qui mène la lutte contre la vie chère. Oui, ça n'a pas marché lors de la première mobilisation, mais qu'est-ce qu'on demande comme solution? Les assises de la vie chère. Les assises de la vie chère. Et puis, alors, pour que ce soit vraiment intéressant, il faut faire venir tous les députés ultramarins, entre guillemets. Il faut même inviter des députés français qui peuvent venir. Il faut que la collectivité paie ceci. Et puis, bien sûr, la bonne distribution sera là, le préfet, tout ça. Et puis là, on va avoir un accord valable qu'on n'a pas pu avoir la première fois à cause de celui qui dit ça, ceux qui répètent ça et qui défendent ces revendications-là, se moquent totalement du peuple martiniquais. Ce ne sera jamais, jamais, au grand jamais, une solution de faire une bonne table ronde avec des bons invités. Nous avons suffisamment expliqué que les prix ne sont pas fixés par une table ronde. Les prix sont fixés par les multinationales qui contrôlent le commerce, par les impérialistes qui fixent les droits de douane qui les retirent, comme toi, par les pressions que le gouvernement fait pour maintenir les profits des grandes entreprises au détriment des populations, et que nous sommes dans un système libéral où la règle, c'est la liberté par les capitalistes de fixer leur. Vous allez signer un accord. Ah oui, 6 000 produits, c'est pas assez. Il faut mettre 40 000 produits. 40 000 produits pour baisser les prix. On va vous fourguer 40 000 produits frelatés avec moins de quantité dans les paquets dont les prix ont été baissés pour les malheureux, des produits qui vont vous enchaîner à la consommation, à la malbouffe, aux maladies cancérigènes qu'apportent tous ces produits-là, et en même temps, sur les rayons, il ne sera pas interdit de vendre des produits de meilleure qualité, très chers, pour ceux qui ont de l'argent. Donc, vous aurez poussé le peuple à la consommation
et vous aurez poussé le peuple à l'addiction des produits nocifs pour sa santé. Donc, quand on n'est pas ignorant, on sait ça, et puis quand on défend cette position-là, c'est parce qu'on est assimilationniste. Quand on dit, nous voulons qu'au mois de juin, nous prenons nos responsabilités pour dire, quand on dit, nous voulons qu'au mois de juin soient organisées des assises, et si la CTM n'organise pas ça, c'est parce qu'ils mangent l'argent du peuple sans travailler, hein, il faut les virer avec leur parti, etc. C'est de la démagogie politicienne. Parce que des assises, ça se prépare, il y a un budget pour ça. Il y a un programme de travail, une plénière qui décide de faire ceci, cela. Mais même si on doit faire en urgence, on dit, bon, du fait qu'après, on fait des assises. Ça ne peut se faire qu'avec des corps constitués ou que c'est une valeur légale. Et si on admet des associations de la société civile dans les assises, il faut obligatoirement que ces associations-là aient discuté à la base avec le peuple des revendications qui seront faites dans les assises. Ce n'est pas des gens qui disent je représente le peuple qui vont dans les assises, voilà ce qu'on veut. Ce n'est pas de la démocratie, ce n'est pas du respect du peuple, ce n'est pas le peuple qui parle. C'est une manifestation de l'opportunisme électoraliste, une forfaiture, on désigne des ennemis, c'est à cause d'eux nous pas faire ça. Parce que nous demandons des assises que nous savons qui seront impossibles à faire et qui ne vont rien régler. Quand on dit je veux que dans ces assises-là, tous les députés ultramarins soient là et des députés français. Vous demandez à avion, ils vont obéir à votre injonction. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de stratégie. Alors, on va sortir de Kanaki, on va servir de parce que j'ai demandé des assises. Ces gens-là n'ont pas le droit d'avoir leur stratégie, ils vont obéir à une injonction pour venir anti-Martinique là. Vous savez que ça ne se fera jamais. Mais quand vous dites il faut ça, et puis vous dites c'est monsieur qui ne veut pas que je fasse, vous détournez et puis vous avez le rôle. Non, c'est de l'opportunisme, ce n'est pas une réponse politique au problème de la vie chère. Et puis surtout qu'on voit que, comme par hasard, on ne désigne plus seulement le président de la CTM qui ne fait pas son travail, on désigne le PPM. Parce qu'on a des candidats contre le PPM. Parce qu'on a des candidats contre le PPM. C'est de la politique politicienne. Et toute cette affaire de vie chère-là appuie une ambition électoraliste dans le cadre des institutions françaises, avec l'idéologie petite bourgeoise française. Mettez-moi là, je ferai mieux. On a déjà donné, dirait le peuple. C'est pour ça qu'il y a toute cette absorption. Donc, le rôle là, des organisations, c'est de mener ce combat idéologique-là. Pas serrer bagaille, mettre la poussière en bas de tapis. Il ne faut pas faire de vagues. Si on dit ça, les gens qui sont pour seront contre. Non, il faut dire la vérité à nous autres. C'est une forfaiture. Le problème, c'est que nous sommes dans un combat décisif contre le pouvoir colonial. Et que la réponse à nos problèmes passe par la souveraineté politique, par l'indépendance que certains appellent bêtise. C'est l'indépendance qui va nous permettre de parler face à face au pouvoir colonial. Mais c'est la démocratie populaire, quand les gens seront véritablement au courant des données, qui vont discuter pour dire « mis à nous les », qui va nous permettre de réussir l'indépendance et de construire le pays. Ce ne sera jamais l'arrivée d'un Robin des Bois, autoproclamé, représentant du peuple, qui va nous permettre de régler nos problèmes. Il faut arrêter avec cette forfaiture-là. J'ai parlé du rôle, donc, des organisations politiques. Mais le thème de notre propos, c'est urgence sociale et responsabilité individuelle. C'est pour dire que on peut avoir les partis révolutionnaires, les belles théories qu'on veut. Si le peuple n'est pas d'accord, et puis ça qui capte là, si ce n'est pas le peuple qui dit voilà ce que nous voulons,
en fonction de notre expérience, de nos difficultés, les meilleurs programmes vont rester dans les placards. Donc, quand on a dit ça, on dit, monsieur, chaque Martiniquais, chaque Martiniquaise, vous avez un rôle à jouer. Si chaque monde n'a pas qu'à côté, Grendiria, ça va péquer. Alors, maintenant, il y a deux types d'individus dont nous allons évoquer la responsabilité. Mais les leaders autoproclamés. Je ne parle pas seulement du Quaker, je parle d'un tas de petites structures où des gens disent, bon, voilà ce qu'il faut. J'ai la vérité, suivez-moi, on va faire ça. Les leaders autoproclamés. Le plus souvent, ces leaders-là, et ce n'est pas un reproche, c'est un constat, n'ont pas eu la possibilité d'avoir une formation politique, théorique, idéologique, économique qui leur permette de bien analyser pour définir une stratégie et la proposer au peuple. Donc, c'est les émotions, c'est ce qui fait venir les gens, c'est ce qui sera mis en avant. Donc, ces leaders entendent imposer des directives. Et puis, si vous ne suivez pas, c'est que vous n'êtes pas révolutionnaire, vous n'êtes pas pour le peuple, vous êtes allié au PPR, vous êtes, etc. Le chantage. Non, ces leaders proclamés là n'ont pas suffisamment de connaissances des réalités sociales et des données théoriques pour pouvoir dire au peuple, c'est là qu'il faut aller, qu'il soit de bonne foi ou qu'il soit de mauvaise foi. S'ils sont de bonne foi, nous disons, maman, arrêtez, ben, il arrête. Il y a urgence. On ne peut pas faire n'importe quoi, mener un peuple à l'abattoir si on n'en a pas les moyens, les ressorts. Si on a des éléments, on porte sa parole. Mais on ne s'autoproclame pas leader. Parce que rappelons-nous, guerre mondiale, fascisme, crise économique, dérèglement climatique, délitement mental et social. Ce n'est pas barat. Ça, c'est l'organisation à la base de la société, l'apport de l'intelligence collective, la solidarité, l'auto-formation. C'est ça dont notre peuple a besoin. Donc, si on est de bonne foi, quand on on dit, maman, il ne faut pas mettre de l'hiver, il ne faut pas essayer de coller côté d'autres mondes pour nous compter chaque monde à côté taille. Ce n'est pas un alignement sur lequel, mais on va beaucoup compter. Mais il y en a beaucoup qui savent que ce qu'ils font n'est pas valable, mais qui ont des objectifs électoralistes, opportunistes ou des intérêts de classe. La lutte des classes, ça existe. Des petits bourgeois qui veulent vivre dans le luxe, qui veulent profiter de l'aura pour pouvoir vivre bien, ils sont conscients que ce n'est pas une solution au problème du peuple martiniquais. Mais il n'y a aucun fait, parce que c'est intérieur. Alors, ça, c'est les leaders autoproclamés, les individus dont nous parlons j'allais dire de la responsabilité, mais c'est de l'irresponsabilité. Et puis, il y a les gens nombreux, qui peuvent être des milliers, qui disent, voilà ce qu'on attendait. C'est-à-dire les gens de base. Ce que maintenant on appelle les réseaux sociaux, les followers, ceux qui suivent. Eh bien, ces gens-là, de bonne foi aussi, ils souffrent, ils ont qu'à piger, ils ont qu'à dire, ni un monde qui a parlé pour la vie chère. Enfin, et puis ils vont se mobiliser. Et attendez, ces mêmes personnes-là ont été mobilisées en 2009. Il nous faut tirer des leçons. Est-ce que nous mobiliser dans la rue, faire des actions d'éclat pour dire, pour crier, pour exiger que suffit si on n'a pas une organisation, une stratégie de lutte contre le pouvoir colonial? Non, ça va pas suffire. Alors, en général, les gens qui veulent changer, mais qui ne veulent pas s'engager, ils s'appuient sur des leaders et des élus, etc. C'est ce qu'on appelle la lutte par procuration. Alors, on va idéaliser le leader. Ça peut être un candidat aux élections, ça peut être un responsable de syndicat, on va l'idéaliser pour dire, ouais, nous qu'à suivre, monsieur. Sans réfléchir sur le contenu théorique, sur les revendications et leurs possibilités d'être réalisées, on le suit.
Et puis on va l'idéaliser. J'ai entendu de nombreuses personnes me dire, personne ne peut pas dire, heureusement, petit bouc là fini. Première fois, je pose la question. Quel argument nous avons entendu ces 2 dernières années qui n'avaient pas été déjà développés? Quelle forme de lutte à laquelle nous avons insisté ces 2 dernières années n'avait pas déjà existé? Dans quelle année en Martinique précédant ces 2 ans-là, n'a-t-on pas eu des gens, je pense à Marc Pulvar, son nom me vient, aller devant préfet, etc. Qu'est-ce qui, dans ces 2 dernières années, a été dit ou fait? Je voudrais que les fanatiques disent telle chose a été faite qui n'avait jamais été. Mais non, mais on s'auto-persuade parce qu'on veut lutter par procuration, on n'est pas prêt à faire des sacrifices. On peut faire des sacrifices, mais on n'est pas prêt à s'engager de la reconstruction. Donc, on remet le paquet aux leaders. Alors, on se donne des arguments pour se justifier. Oui, mais ce n'est pas vrai. Ce sont des gens courageux. OK. Ils ont fait des choses. OK. Il faut les respecter. OK. Il faut les défendre quand la répression s'en prend à eux, fait des procès judiciaristes. Oui, il faut dénoncer le pouvoir colonial, mais il faut s'interdire de dire que pour ce qu'ils ont fait, même si je n'approuve pas le contenu, eh bien, je laisse que mes théories politiques, mes activités, pour m'embarquer dans quelque chose qui n'ira nulle part. Et quand on dit ça, ce n'est pas pour discréditer, c'est la réalité. Vous êtes quand même tous témoins en Martinique des luttes qui ont déjà été menées et sur lesquelles et les résultats obtenus ont été très fugaces et été remis en cause par le pouvoir colonial et la caste béquée. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui nous pourrait nous faire croire que non, ce n'est pas vrai. Il nous faut absolument nous armer théoriquement, comprendre, discuter, et surtout avec les gens avec qui nous ne sommes pas d'accord. Mais dis-moi, pour tu pas d'accord, pour qui? Ou quand tu pas d'accord, et puis état généraux, mais expliquez-moi pour qui? Et puis si nous sommes des êtres humains honnêtes et intelligents, nous disons, ah, mais tout le monde. Alors, maman, nous, épisodes là, mais est-ce qu'on peut penser à nous corriger entre peuple martiniquais, on peut surmonter les contradictions par la discussion, non pas par l'exclusion, par la diabolisation de ceux qui ne suivent pas aveuglément des propositions assimilationnistes ou électoralistes. Nous revenons sur la question de la responsabilité individuelle. Là, on a parlé des cibles, les leaders autoproclamés et puis ceux qui suivent. Mais il y a l'ensemble du peuple qui inclut, bien sûr, les followers. De quoi faut-il nous persuader aujourd'hui? 1. Urgence de la situation que nous avons évoquée au début. Urgence absolue de la résistance. Autrement, nous avons fait famille, nous avons fait nous avons fait nous avons fait l'impôt, nous avons fait. Donc, il y a urgence de la résistance. Et quand on a compris ces urgences-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir être efficace dans la lutte contre le pouvoir colonial et la caste béquée? On a déjà dit comprendre que Grindiri a plein sac. Même si c'est ça que je le fais sérieusement, régulièrement, mais dans le cadre d'une stratégie globale pensée par le peuple et qui sera victorieuse à ce moment-là. Et puis la deuxième chose, c'est arriver à se remettre en cause. On est militants, on est syndicalistes, on est religieux, on a ses pratiques. Mais tout à l'heure, on a parlé du travail qui est fait par le système pour nous démanipuler, développer l'individualisme, la méfiance, la jalousie, et les addictions au comportement, etc. Si on n'est pas conscient qu'on est déshumanisé, et donc il nous faut chasser tout cela pour réintégrer notre humanité, on ne pourra pas être le Grindiri qui va remplir le sac de la résistance. Et voir
cette humanité chez nous, c'est changer notre regard sur lui. Quand cette semaine-là, dans les journaux télévisés, nous avons vu les enfants, les bébés de Gaza, décharnés, sans remède, amputés, qui sont des milliers. Qu'est-ce que nous avons pensé? Ah, bon Dieu, fait un bagage. Mais pour Israël méchant, ah, mais c'est Bougakabaïza. C'est ça, hein? Mais à quel moment avons-nous pensé, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour ça? Qu'est-ce que je peux faire contre ce crime-là? Est-ce que je peux faire quelque chose? Si je fais ça, est-ce que, oui, dans le monde entier, il y a des initiatives humaines, y compris en Israël. Hier, il y avait des dizaines de milliers d'Israélites qui dénonçaient le massacre des bébés palestiniens, disant ça va pas aller de ce côté, c'est contre nous que vous faites ça. Ça ne se fait pas autour. Mais il faut quand même intensifier, comprendre qu'on a un rôle à jouer en boycottant les produits israéliens. C'est général. Dimanche dernier, je disais, en boycottant le tourisme de ces domaines pour accompagner nos frères et sœurs haïtiens d'Haïti. Mais il nous faut faire ça. Je ne regarde pas un bébé. Ah ouais, c'est mon homme méchant, puis autre chez moi. Je dois dire, bon, je dois comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est l'engagement sur la base d'une dépense de l'humanité. Et partant de ça, je dois comprendre que tout ce que je fais dans la vie doit être imprégné par le respect de l'être humain et le refus de l'humilier. Alors, il y a la solidarité dont j'ai parlé pour ceux qui souffrent, mais dans mon quotidien. Alors, je vais insister sur les incidents qu'il y a eu devant la CTN pour parler de cette question d'humanité. Des gens vont à la CTN pour dire à la CTN, organiser des assises, inviter des députés pour que nous réglions la question de la vie chère. Lutte légitime, démarche légitime pour appuyer une revendication de la revendication. Vous venez avec des images qui disent nèg trenel dehors, nèg trenel la dehors. Vous allez défendre la vie chère. Vous organisez un enterrement avec une gerbe CTN, comme on fait pour le mercredi décembre, avec des pleurs voisins, et bien vous éclatez de rire. Vous mettez une tête coco sec à terre, tête boscap, etc. Les chimis, mâche, dérobe. Vous allez demander que la CTM organise une table ronde pour parler de la vie. Quand vous faites ça là, c'est parce que vous savez que ça ne sera pas fait. Donc il faut désigner un coupable, PPN, etc. Mais c'est un manque de respect de l'humanité. C'est un manque de respect des habitants de la traîne. Et puis des gens qui disent, ouais, la haine contre la chimie est développée, d'accord. Mais ça nous amène où? Nous sommes fondamentalement opposés à la ligne politique du PPM et de Serge Letchimy et sa majorité. Nous la dénonçons véritablement. C'est de l'assimilationnisme. Ça permet au pouvoir colonial d'être. Nous dénonçons de la politique. Mais nous allons dire, quel Boscaf, etc., c'est au bénéfice de qui? C'est la lutte contre la vie chère, ça. Je rappelle que cette même organisation était allée protester contre le mariage d'une fille de Béquet au François. Qu'est-ce que ça a donné? Quel impact ça a eu? Ça a donné comme impact que les chrétiens du François se sont détournés de la lutte contre la vie chère. C'est le monde là. Il y a attaqué froid nous, religion nous. Un manque d'humanité, un manque de respect humain. Là, je
naissent l'émotion, etc. Mais on détruit l'unité du peuple martiniquais. Et quand on fait ça, et puis qu'on prétend représenter le peuple martiniquais, où conduit-on le peuple martiniquais? Quelle chance a-t-on de combattre le pouvoir colonial? Pour ça, on a bien sûr, c'est secrétaire. Quand on va devant la maison familiale d'un élu pour le dénoncer, est-ce qu'on pense au retomber sur la famille, sur les enfants? Parce que la personne visée, l'élu, etc., c'est une personne. On a des désaccords. Mais cette personne-là a des enfants, des frères, des sœurs, qui vont à l'école le lendemain. On a développé l'unité du peuple martiniquais. On a développé la conscientisation du peuple martiniquais. On a avancé dans la lutte contre la vie chère. Je veux dire qu'il faut être humain et ça nous évitera de faire des bêtises. Être humain, c'est respecter l'autre, combattre ses idées, combattre son opportunisme avec respect. Comme nous le faisons là, nous ne sommes pas d'accord avec les théories assimilationnistes électoralistes, nous disons ça. Mais aucun moment nous n'allons nous permettre d'insulter ou de dénigrer des personnes humaines avec un impact sur leur famille. Et nous devons chaque fois poser la question, quand nous voyons des manifestations, à qui profite le crime? Qui sort vainqueur de la division du peuple martiniquais? Le colon, le pouvoir colonial. Et c'est ce qu'il souhaite. D'ailleurs, il va donner chaîne. Il dit, ouais, parce qu'il voit que là, ce langage-là contribue à diviser le peuple martiniquais. Et ouais. Il va casser rien après. Parce qu'on utilise des gens pour détruire le peuple martiniquais, mais on ne les aime pas. Hein. Et on ne va pas tolérer qu'ils attaquent le système. Et dès que le travail aura été fait, peut-être ça. C'est pour ça qu'on a eu toute une série de procès au lendemain des activités. C'est le pouvoir colonial qui tire profit des erreurs de stratégie, des illusions opportunistes. Hein. Nous devons avoir des outils d'analyse, des réflexions sereines. Et puis, compter sur notre expérience, nous regardons l'histoire de notre pays, qu'est-ce qui a déjà été fait? Qui a déjà travaillé au sein du peuple? Depuis combien de temps? Nous pas qu'à battre des bagailles, nous pas qu'on je me rappelle à l'époque, maintenant ça ne se fait plus, hein, les temps ont changé, quand bonhomme prétendait à se marier avec une fille. Il allait voir les parents. Les parents faisaient une enquête dans la commune, partout pour savoir qui était corps smithé, qui était histoire au lit, pour savoir s'il était fiable ou pas. Le principe de la sécurité, le principe, quand même, quand on fait sa recherche, comme cela a été ce cas-là, on peut dire oui, la personne a commis des erreurs, ce n'est pas une raison qu'on le rejette, il fait partie du peuple martiniquais. Tout le monde a droit à une seconde chance. D'accord? Mais c'est pour ça nos qualités, pour que l'humain, donc, on met l'humain en avant, sauver l'humain, guérir la maladie pour sauver l'homme, et Mao Tse-tung a dit ça. Mais ça veut dire que quand j'ai constaté, j'oublie le passé et je dis, je m'appuie sur ça, sur cette dynamique-là, pour représenter le peuple martiniquais. Je dois dire, bienvenue parmi les braves, bienvenue parmi les combattants, viens toi, à quel poste tu seras, etc. Mais je ne peux pas dire, bon, ben, il y a des organisations qui travaillent depuis 50, 60 ans avec des erreurs, des succès. Il y a des militants qui, panafricanistes, etc., qui vont faire des jardins, etc. Mais ces gens-là, ils disent, tiens, venez, non. Mais je n'abolis pas les siècles d'histoire de la Martinique pour suivre une proposition sans réfléchir
sur le fait qu'elle soit assimilationniste et électoraliste. Personne n'a jamais dit ça. Alors, est-ce qu'un militant contre la vie chère, un membre du PRAC, peut nous reprocher de tenir ce langage de la vérité? Est-ce que vous croyez que c'est parce que nous sommes contre la vie chère, contre le PRAC, contre Rodrigue Petitjean, que nous attirons l'attention du peuple martiniquais sur les conditions de la lutte de libération nationale? C'est parce que nous voulons que tous nos enfants, frères, sœurs, qui peuvent porter quelque chose, soient dans la famille, sur des bases de respect mutuel, sans arrière-pensée opportuniste et électoraliste. Est-ce qu'il y a un Martiniquais qui soit pour la libération nationale, pour l'émancipation du peuple martiniquais, qui pense que nous ne devons pas faire ce travail de vérité-là? Je, personnellement, conclurai en disant que face à l'urgence sociale, face à la perversité de l'ennemi que nous avons, à ces projets de destruction du peuple martiniquais, comme dit Jean, nous pas dit doit faire macaque. Nous pas dit doit faire macaque, faire wall, nous pas ça, nous pas nous toute la intelligence, nous toute ça qui nous a. Il nous faut avoir le courage de reconquérir notre propre humanité, de nous remettre en cause pour dire ouais, attention, nous t'es calé là, mais veille au grain. Il y a un guichouage, veille au grain. Nous pas qu'à jeter personne, mais on doit essayer de ramener par là pour y un bon chemin. Et ça demande un effort d'honnêteté personnelle, mais surtout une formation. C'est les deux derniers mots que je veux dire. Formation. Dimanche dernier, je vous ai présenté la brochure annuelle du CNCP, qui sort chaque 1er mai, je ne sais pas si on la voit bien. Dans cette brochure, nous mettons des textes de formation et d'analyse qui concernent la question de la guerre, la question de la vie chère, la question des dégâts climatiques, etc. Mais à titre informatif, même les enfants de 3e, par exemple, qui étudient les organisations internationales, tous ces gens, il nous faut avoir ça comme base. Nous pas dire, ouais, tout ça qui a comme vérité des gens d'évangile, nous pas dire, voilà un élément du débat. Lire, critiquer, discuter, et puis lire d'autres, critiquer, pour que nous arrivions à trouver un chemin commun. La formation, c'est l'essentiel. Thierry nous rappelle chaque dimanche que l'ignorance mène à la servitude, c'est ça? Eh bien, c'est ça. Et la phrase de conclusion, Lénine nous dit tout ça quand j'ai parlé de responsabilité individuelle. Chacune de nous, doit porter sa contribution à la lutte globale, unie, sereine de notre peuple pour l'émancipation. Il faut faire le pas de l'engagement au niveau où on peut le faire. Merci de votre attention. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Je vous laisse avec notre belle musique Camarade.